Bonjour. Dans les scripts ou en programmation en général, les erreurs sont quand même un des sujets à traiter absolument. Déjà, une erreur peut intervenir de manière attendue ou inattendue. Par exemple, si on essaye de vérifier si une valeur existe, elle peut exister ou ne pas exister. Si elle n'existe pas, il y a souvent des chances qu'une erreur intervienne. Suivant le cas, il faut savoir quoi faire. On continue ou on fait autre chose. Aujourd'hui, c'est dans PowerShell qu'on va voir comment traiter les différentes exécutions quand une erreur est rencontrée. Alors encore une fois, le sujet peut être traité en 10 secondes, comme en 10 minutes. Si vous avez pas mal tapé de script, il est certain que vous ne cherchez que la réponse pour pouvoir passer juste à la suite. Quand ça m'arrive, je cherche l'équivalent d'une commande en erreur resume next, parce que je sais que ça existe. Par contre, quand on ne sait pas que ça existe, quand on ne sait pas comment intercepter une erreur dans un programme ou dans un script, quelques explications s'imposent. Il se pourrait aussi que les avis, les utilisations divergent, même si les solutions restent dans la bonne pratique. La chaîne traite tout un tas de sujets, toujours dans l'informatique. Pensez alors à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Mais vous pouvez aussi me retrouver en tapant LJP Info dans votre navigateur web. Je vais quand même rester dans le tuto très court, pas un mini tuto, il y a quand même pas mal d'explications qui vont autour. Comme bien souvent ces derniers temps, pour ceux qui sont pressés et qui ne regardent un tuto que 30 secondes, sans rien comprendre au reste, voici les deux solutions dont je vais parler, la variable error action préférence et la directive try catch. Comme d'habitude, l'intérêt est à leur utilisation et non aux commandes elles-mêmes. S'il y a plusieurs solutions, ce n'est pas uniquement pour vous faire plaisir. Là, pas mal d'explications donc, et pas mal de solutions. Il faut quand même garder en tête que la bonne pratique est quand même d'éviter l'erreur. Mais parfois, elle n'est pas contournable. Pour la démo, c'est de la vidéo. Il serait bien dommage de ne pas l'avoir en même temps. Je ne donnerai pas trop d'explications propres aux démos elles-mêmes. Bien sûr, elles vont aller avec les explications qui sont données, mais ce n'est pas la démo qui importe, mais comment s'y prendre pour intercepter les erreurs, les gérer ou les contourner. Ici, pas de besoin particulier, on va juste exécuter quelques commandes dans un script. J'ai déjà parlé de PowerShell, alors je reviens pas sur les bases. On peut utiliser un bloc-notes avec un fichier d'extension .ps1 ou directement ISE. Comme je fais souvent mes démos au travers de scripts PS1, aujourd'hui je vais changer un peu et je vais passer par ISE. Mais ça revient au même, c'est juste le support qui change. C'est bien, c'est pratique, on a le code sous la main, on l'exécute, on voit ce que ça donne et on peut passer à autre chose. Quand on y regarde bien, on remplit un ou plusieurs fichiers dont le nom est indiqué dans l'onglet, donc on voit bien que ce sont des scripts et on l'exécute. Quant au contenu du script, on va rester sur quelque chose de très simple. On va essayer de supprimer un fichier qui existe parfois et qui peut ne pas exister. On peut alors penser à une exécution qui doit ne se faire qu'une fois, ou un test de version. Par exemple, je ne rentre pas dans les raisons et utilisations possibles. J'ouvre ISE et c'est parti. Alors bien sûr, suivant qu'on utilise ISE ou un fichier de script, ou ce que vous voulez, il faudra autoriser l'utilisation des scripts non signés. Mais je ne vais pas refaire le monde, ici on gère les erreurs. Comme d'habitude, je vais prendre un fichier texte où j'ai déjà tapé le code. Là, ce n'est pas une question de code, mais juste pour gagner du temps. Déjà, je ne suis pas très doué avec le clavier, je ne vais pas vous faire attendre des plombes que je tape le code qui contient des erreurs en plus. Alors encore un mot sur le contenu, la gestion des erreurs, je parle d'erreurs générées au cours de l'exécution et je ne parle pas d'erreurs de syntaxe. Les erreurs de syntaxe, c'est autre chose. Si on tape des erreurs dans le code, ça ne va pas marcher. Là,
on parle bien en cours d'exécution. L'exécution provoque ou pas des erreurs. Pour les erreurs de syntaxe, c'est vraiment une question d'écriture. Et là, on n'est pas là-dessus. Pour ceux qui auront déjà fait un peu de programmation, on va commencer avec une commande, ou plutôt, on va commencer avec une variable. La variable $error action préférence. Donc, qu'est-ce qu'on a comme préférence en cas d'erreur? Et là, on va lui dire de faire un silently continue, ce qui est un peu équivalent à une commande on error resume next. En cas d'erreur, on continue, on passe à la suite. C'est quand même la solution la plus simple pour gérer les erreurs. On continue le script, quoi qu'il arrive. C'est aussi pour moi un peu la solution de facilité. On n'a pas de questions à se poser, ça continue. Si on reprend l'idée de supprimer un fichier, qu'il existe ou pas, l'action se fera et poursuivra. Là, j'utilise une commande rm, le nom de mon fichier derrière, ou un remove item mon fichier, c'est exactement la même chose. C'est bien pratique, mais on pourra avoir tendance à oublier un peu les erreurs, à oublier de les gérer. C'est sûr que ça répond à tout, que mon fichier existe ou non, qu'il soit verrouillé ou non, qu'il y ait un souci système ou pas. On va voir ça avec les erreurs après. Alors j'avoue aussi que je l'utilise parfois dans les très grosses routines. Je m'assure alors de passer au travers des erreurs que je n'aurais pas anticipées. Alors ça c'est très bien une fois qu'on a tout verrouillé pour le cas où on aurait oublié quelque chose. Alors justement pour pouvoir continuer avant d'utiliser la fonction try, je vais quand même supprimer la directive error action préférence où je vais mettre error action préférence égale stop. Il existe d'autres paramètres comme continue ou incur. Mais je vais vous laisser voir ça. La méthode de gestion la plus juste serait la commande try. Essayer d'exécuter une commande. Si la commande ne se passe pas comme il faut, eh bien on passe alors au catch avec un try, catch, finally. Je ne rentre pas dans la syntaxe de l'écriture, c'est un bloc, tout comme un bloc if, for ou while. On essaye, sinon on va dans catch et finalement on exécute. Donc en exemple d'utilisation, on pourrait faire un try, rm, le fichier qui n'existe pas. S'il n'existe pas, si j'ai une erreur, je vais intercepter avec un message par exemple ou tout ce qu'on voudra, une autre action. Donc ici, un on error has occurred. Donc là je dis bah tiens oui c'est passé une erreur. Finalement est un bloc d'instruction qui sera toujours lu, quel que soit le résultat du try, qu'il y ait une erreur ou qu'il n'y ait pas d'erreur. Ouais, finalement, finally, ben vous mettez le code après le catch sans bloc finally et c'est pareil. Bon presque, parce que c'est surtout aussi une question de clarté dans le code. Mais finalement, finally retrouve quand même l'erreur propre à l'action. Dans l'exemple précédent, je mets une commande catch qui, en cas d'erreur, quelle que soit l'erreur, va intercepter le code exécuté dans le try pour exécuter le code qui est dans son bloc. Mais globalement, quelle est l'erreur qui a été provoquée? Le fichier n'existe pas ou le fichier est verrouillé ou est déjà ouvert? Alors stop, je ne rentre pas dans les raisons pour lesquelles un fichier ne peut pas être supprimé. Uniquement pour la suppression d'un fichier, des codes d'erreur, il en existe des dizaines. Alors oui, ces codes d'erreur sont presque toujours les mêmes pour un système donné. Il faut dire aussi que les programmes utilisent souvent les mêmes bases. Le framework, donc actuellement le 4.8, retourne toujours le même message d'erreur pour tous les programmes qui l'utilisent. Après 35 ans à programmer sur un système, plus la peine d'aller voir à quoi correspond tel ou tel numéro d'erreur. Si une commande vous donne une erreur 404, pas la peine de voir à quoi ça correspond.
Bon, par contre, si vous ne savez pas, je vous invite à taper le code d'erreur 404 pour voir qu'est-ce que cette erreur, à quoi elle correspond. Mais alors, on doit faire suivant quel type d'erreur. Comme ici, parfois, c'est juste retourner un message d'erreur spécifique. Mais si un fichier est verrouillé, ben c'est peut-être qu'un autre programme l'utilise avant. Eh bien, il est possible de dire à catch que dans tel type d'erreur, tu fais telle action, et sinon, tu fais telle autre action. Donc pour mon exemple, je vais mettre un catch dans mon try. Je vais mettre un catch, System Management Automation item.found_exception. Donc il va intercepter une erreur et va retourner une commande, et sinon une autre commande. Alors le premier bloc catch traite les erreurs du type System Management Automation item.found_exception. Bon, c'est facile à comprendre. C'est dans le cas où un fichier est manquant. Le second bloc, lui, ne spécifie pas le type d'erreur. Il traite, dans ce cas-là, tous les autres cas d'erreur. Dans le catch, on peut mettre alors plusieurs cas d'erreur. Donc dans le premier catch, ici, j'ai qu'un cas d'erreur, l'item not found, mais on pourrait très bien en mettre plusieurs. Tout comme on peut mettre aussi autant de catch qu'on veut. Donc on pourrait avoir 50 cas différents dans le cas où le fichier est absent, dans le cas où le fichier est verrouillé, dans le cas où il y a une erreur système qui empêche de le supprimer. On pourrait avoir autant de cas catch qu'il y a d'erreurs possibles. Si c'est juste pour afficher l'erreur et ne pas faire d'action particulière, on peut juste utiliser $_ qui va permettre de récupérer le dernier message du système. Alors attention, il affiche bien le message du système, il ne va pas contenir le type d'erreur, juste le message correspondant. Donc ça c'est bien pratique, comme ça si le message c'est le fichier n'est pas existant, si le fichier est verrouillé, si le fichier n'est pas accessible, pourquoi pas, on aura la réponse qui correspond. Alors ici, dans mon exemple, je fais un try, toujours un remove item avec le nom du fichier qui n'existe pas, et je mets un write-host. Alors ici, j'utilise un write-host parce que c'est la bonne pratique. Mais on peut très bien juste mettre entre double cote $_, comme je pourrais très bien mettre echo. J'ai mis aussi plusieurs fois dans mes différents démos RM pour remove item. Alors bien sûr, ce sont que des alias. Là, je ne mets que quelques lignes. Quand un script commence à faire plusieurs centaines de lignes, plus c'est clair, mieux c'est. Donc effectivement, la bonne pratique serait de mettre remove item et non pas RM, et de mettre write-host quand on a quelque chose à afficher. Tout à l'heure, dans mon catch sélectif, j'ai pris comme référence d'erreur system.management.automation.item.found_exception. Non, ça, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. D'autant que c'est juste un exemple parmi tant d'autres. J'aurais pu essayer de créer un dossier qui existe déjà, avec par exemple un try, mkdir. J'ai mis un deuxième mkdir dedans, et puis le catch derrière avec le write-host et l'erreur qui correspond. Alors bien sûr, là dans mon try, si le premier mkdir n'existe pas, le second va provoquer obligatoirement une erreur. Donc forcément, avec les deux mkdir à l'intérieur, je suis obligé de retourner une erreur. Mais là justement, comment savoir quel est le message d'erreur système? D'autant qu'on va voir pour le coup que c'est pas forcément évident. Je vais donc utiliser un petit bout de code qui va me retourner le type d'erreur avec un write-host, $error, entre crochets 0, point exception, point getType fullName. Donc là, je vais aller chercher le nom complet du type d'exception retourné par le système. Alors au lieu du premier paramètre, parce que là j'ai mis 0, on pourrait très bien aussi mettre le second ou le troisième. Donc j'en parle un petit peu après. Donc cette fois, je connais l'erreur système retournée pour ce cas typique. Et voilà le message qui va correspondre à mon remove item. Et là, on voit bien que c'est pas le même message que celui d'avant. Donc parfois c'est parlant, parfois c'est
quand même un petit peu moins parlant. Alors on peut noter aussi que la commande retourne parfois une mauvaise erreur. Donc je parle de writehost $error. Donc c'est le cas pour une utilisation comme ici. Alors on peut rajouter un slip 1 qui va permettre de mettre en pause le script pendant 1 seconde. Donc le système va avoir le temps de gérer complètement son erreur et on va faire le writehost après. Donc ça c'est aussi une autre solution. Alors pour les fous dangereux qui veulent toujours en savoir un petit peu plus, vous pouvez aussi lire l'erreur complète avec un writehost $error. Donc là, dans ce cas-là, il va lire toute l'erreur retournée par le système. Alors cette fois, on a un petit bout de code qui est suffisamment fiable pour récupérer les différents messages d'erreur. Notez que cette fois, j'utilise bien writehost. Si on ne le met pas, on peut parfois alors rencontrer des résultats un peu moins surprenants. Donc, on va le mettre comme ça. Et il ne reste plus qu'à imbriquer le résultat dans vos catchs. Alors ça peut être aussi directement utilisé sous cette forme en indiquant quelle erreur a été rencontrée. Alors je dis quand même bien souvent que c'est le programmeur qui va créer le résultat à sa manière. Si vous voulez le voir comme ça, parce que c'est plus pratique pour vous, vous le prenez comme ça. Après, vous pouvez très bien prendre le dollar et l'underscore derrière. Vous pouvez utiliser toutes les méthodes que vous voulez. C'est bien le programmeur qui gère le résultat à sa manière, comme je viens de le dire. Pour celui qui programme un peu, qui écrit des scripts assez souvent, c'est connu. Je programme depuis 40 ans, ça fait presque 40 ans que je connais la méthode. À l'heure où je fais cette vidéo. Avec Internet aujourd'hui, on va trouver rapidement la réponse, mais attention aussi au piège. Tout ce qu'on trouve sur Internet n'est pas forcément très juste. Si certaines choses sont interdites, tant que ça ne sort pas des clous, vous pouvez raconter n'importe quoi. Bon, je rentre pas plus non plus sur le sujet. Comme toujours, pensez à liker si l'information vous a intéressé, ou vous a plu, ou vous a donné de nouvelles idées. Il y a toujours autant de sujets à aborder, toujours autant de choses à montrer, à expliquer. Laissez vos commentaires, vos suggestions, vos questions sous la vidéo. À bientôt!